Alors, je m'appelle Francis Wolf, je suis professeur des universités et j'exerce l'enseignement de la philosophie à l'École normale supérieure à Paris, rue d'Ulm. Alors, mon enseignement et mes recherches ont, dans un premier temps, disons, de ma carrière, porté sur l'histoire de la philosophie ancienne. Je ne me suis pas spécialisé dans un auteur, j'ai consacré des études différentes à Socrate, à Aristote, à l'épicurisme. Et de façon un peu plus générale, je me suis interrogé sur des fondements plus généraux de la pensée ancienne, ce qui m'a conduit à m'interroger aussi sur le fait de savoir s'il y avait des grandes oppositions entre la pensée ancienne et la pensée, disons, moderne. C'est dans ce cadre que je me suis pour la première fois intéressé à la question de l'animal dans l'Antiquité, en partant du fait, sur lequel on reviendra sans doute, que le mot animal n'a pas de traduction exacte en grec ancien. On a un terme qui est zoon, qui a donné notre concept ou nos emplois comme zoologie, zootechnique, et qu'on traduit souvent par animaux, mais en fait qui dérivait de zoé, qui dérivait de zen, qui signifie vivre, qui signifie la vie. Donc, est-ce que ça signifie vivant? Est-ce que ça signifie animal? Et c'est une question qui m'a retenu, et je me suis intéressé donc à la manière dont on a pu inventer à certains moments de l'histoire l'animal, parce que je pense que c'est un concept qui est sans cesse réinventé en fonction de besoins épistémologiques, de besoins éthiques, de besoins politiques nouveaux. Par la suite, j'ai repris cette question de l'animal dans un ouvrage assez général qui s'appelle « Notre humanité », d'Aristote aux neurosciences, qui était assez ambitieux puisqu'il balayait, ou qu'il balaye, c'est un ouvrage qui est paru il y a 5 ans, différents moments de notre histoire, l'Antiquité, l'âge classique, les sciences humaines et sociales, 19e et 20e siècle, et ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé le tournant cognitiviste dans les sciences sociales et humaines. Et m'interrogeant sur la question de l'humanité, ces différentes définitions, à chaque fois j'ai été confronté à chaque définition, à chaque redéfinition de l'humanité, que ce soit sur le plan philosophique, mais aussi sur le plan scientifique et sur le plan éthique, à des bouleversements sur ce qu'est l'animal, la relation homme-animal. Parce qu'à chaque définition de l'animal ou de l'animalité correspond ou a correspondu une nouvelle définition de l'humanité, et réciproquement, bien entendu. À chaque fois que l'on s'est interrogé sur la question « qu'est-ce que l'homme ?», que ce soit pour des raisons, je le répète, éthiques ou politiques, ou pour des raisons épistémologiques ou scientifiques, eh bien, il y a un nouveau rapport à l'animal qui est intervenu. Voilà, en gros, les moments et les différentes raisons pour lesquelles cette question de l'animal m'a intéressé. J'ajoute, même si ça n'est pas central, que la question du sauvage est une question qui se pose dès lors que l'on pose en général la question de l'animal, et que réfléchissant de manière générale sur la tauromachie et la corrida, je me suis intéressé en effet aux différents concepts de sauvage ou de sauvagerie qu'il y a dans ce rapport très particulier que les hommes, dans de nombreuses cultures et civilisations, ont noué avec cette espèce très particulière d'animaux sauvages qui est le taureau de combat, voilà, enfin, ou le taureau en général. Voilà donc 3 moments de ma recherche dans lesquels j'ai rencontré la question de l'animal ou la question du sauvage. L'animal dans l'Antiquité, c'est un peu une expression paradoxale, puisque une des thèses que j'ai soutenues, c'est que l'animal n'existe pas. Et d'ailleurs,
n'existe pas plus dans l'Antiquité que dans les temps modernes. L'animal est à chaque fois inventé et réinventé pour certains besoins. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que dans l'Antiquité grecque, philosophie, science, puisque les Grecs inventent non seulement la philosophie, mais ils inventent aussi ce qu'on peut appeler la zoologie, des ouvrages très très importants. Une grande partie de l'œuvre d'Aristote en particulier est consacrée à travailler sur ce que nous appelons les animaux. Travail classificatoire, travail d'observation, travail de scientifique tout à fait extraordinaire qui inspire jusqu'à Buffon dans les temps modernes. Alors, ce qui est intéressant, pour le dire en deux mots, c'est que lorsque nous lisons les textes scientifiques ou théoriques d'une manière générale, antiques, on constate que l'animal n'a pas sa place. Je veux dire par là, ce n'est pas du tout qu'on méprise les animaux, mais c'est que la classe, la catégorie animale, n'existe pas plus que dans la langue grecque. En grec, zoon, c'est le vivant, et vous n'avez pas, vous avez bien sûr phuton, qui signifie les plantes, alors que dans certains contextes, phuton, zoon, ça veut dire, il faut traduire par animal. Vous avez d'un autre côté un autre terme grec, empsukon, qui signifie quelque chose comme animé, mais alors est-ce que tous les animaux sont animés de la même façon? Est-ce que ça comprend les hommes ou pas les hommes? Donc la question classificatoire est absolument essentielle. Quand on lit les textes scientifiques ou théoriques, on s'aperçoit qu'il y a une hiérarchie des plus basses formes de vie, disons, la plante la plus simple, jusqu'aux plus élevées formes de vie, c'est-à-dire les dieux, puisque les dieux sont aussi des zoa, c'est-à-dire des vivants, les dieux sont vivants pour les anciens, et que cette hiérarchie nous offre quasiment un continuum des formes de vie. Et même si on lit par exemple le traité de l'âme d'Aristote, on s'aperçoit qu'il y a une classification des différents niveaux d'âme, par exemple la capacité, ou l'âme, ce qu'il appelle l'âme, mais on traduirait plutôt aujourd'hui par la capacité reproductive, ou la capacité, la fonction alimentaire et reproductive d'un côté, la faculté perceptive, la faculté intellective, tout ça, ce sont des niveaux de vivants différents, mais vous n'avez pas une classe absolue qu'on pourrait dire « ça c'est l'animal ». En revanche, ça c'est pour les textes que j'appelle scientifiques, théoriques, philosophiques. En revanche, lorsque vous lisez les textes à vocation morale, à vocation éthique, à vocation politique, là on constate, au contraire, une constante, quels que soient les philosophes, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, dans lesquels on a trois classes tout à fait distinctes, de zoan, de zoa ou de zoa. Les animaux en dessous de l'homme, si je puis dire, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les bêtes, les animaux humains, les êtres humains, et les animaux divins, trois faunes en quelque sorte, totalement distinctes. Et ces trois faunes ont des caractéristiques morales et politiques tout à fait distinctes. Pour le définir en deux mots, vous avez d'abord la faune des animaux non parlants ou non rationnels et mortels, les bêtes. La faune, au contraire, des dieux, qui sont la faune des vivants ou des animaux, selon la traduction qu'on adoptera, qui sont évidemment vivants, qui sont rationnels et immortels. Et entre les deux, vous avez la faune des êtres humains, qui partagent avec chacun des deux extrêmes une des qualités. Avec les animaux proprement dit, c'est-à-dire avec les bêtes, ils ont la particularité d'être mortels, et en commun avec les êtres divins, ils ont la particularité d'être rationnels. Donc les animaux mortels, rationnels, ce sont les hommes qui se distinguent des deux faunes extérieures, si je puis dire. Alors pourquoi c'est intéressant ? Ce qui m'a intéressé à l'observation de ces textes, c'est qu'il y a des textes dans lesquels on n'a pas besoin d'inventer l'animal, si je puis dire, c'est-à-dire une catégorie spéciale dans laquelle on mettrait des insectes, les poissons, les oiseaux, les mammifères, tout ça dans la même catégorie.
celle par laquelle nous parlons d'animaux. Et il y a des textes dans lesquels on en a besoin d'inventer cette catégorie qui sont ce qu'on peut appeler les bêtes. Eh bien, ce sont systématiquement les textes éthiques et politiques qui nécessitent cette catégorisation. Et pour quelles raisons ? Eh bien, pour des raisons qui, elles, ne sont plus du tout d'ordre théorique, d'ordre scientifique, mais pour pouvoir définir l'homme ou l'humanité. L'humanité est enserrée entre deux autres faunes et ainsi parfaitement délimitée, parfaitement bien circonscrite. Elle a certains comportements qui s'expliquent par son côté animal mortel, et elle a certains comportements, cette faune, la faune des êtres humains, qui s'expliquent par ce qu'elle a de commun avec les dieux, c'est-à-dire d'être des animaux rationnels. Donc, lorsqu'on réfléchit à la question « qu'est-ce que l'homme ?» d'un point de vue moral et politique, on invente l'animal, catégorie dont on n'a pas besoin lorsqu'il s'agit, en biologiste ou en théoricien, de réfléchir à la hiérarchie indéfinie et continuelle des formes de vie. Voilà quelque chose qui m'a intéressé et qui était au fond le point de départ d'une recherche plus longue, plus approfondie, à plus long terme sur, au fond, qu'est-ce qui se passe jusqu'à nos jours dans cette manière de catégoriser ou de classifier les hommes, les animaux, éventuellement les dieux. Alors, il y a plusieurs façons de définir le sauvage dans les textes de l'Antiquité. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que la question du sauvage, que ce soit dans l'Antiquité finalement ou dans l'époque moderne, c'est là aussi une notion relative, c'est-à-dire une notion qui va par couple. Tout dépend par rapport à quoi on l'oppose. De la même façon qu'il est probable qu'il n'y ait pas de définition de l'animal ou de l'animalité sans définition corrélative de l'humanité ou de l'homme, il est probable que la définition du sauvage dépend de ce à quoi on l'oppose. Alors on peut l'opposer au domestique, on peut l'opposer au politique, on peut l'opposer au civique, on peut l'opposer au moral. Prenons quelques-uns de ces emplois pour montrer la diversité. Peut-être que c'est plus intéressant dans ce premier temps de montrer la diversité qu'essayer de trouver l'unité. Il y a le sauvage, ça peut être par exemple ce que dans certains textes éthiques Aristote appelle la bestialité. Et la bestialité, ça n'est pas une caractéristique de la bête, si je puis dire, c'est une caractéristique de certains êtres humains, de certains comportements humains qui sont au-delà du vice. C'est-à-dire qu'il y a des comportements vertueux, il y a des comportements vicieux, mais il y a des comportements qui échappent à la distinction vertu et vice et qui paraissent bestiaux, en ce sens qu'il est pour l'humanité d'avoir perdu toute limite. Par exemple, Aristote fait une liste de comportements qu'il estime déchaînement de sauvagerie, on appellerait ça. Alors il donne des exemples anecdotiques, une femme qui mange des fœtus, certains comportements de meurtre en série, enfin, etc. Bon, un véritable tableau d'horreur dans lequel il n'y a plus rien qui ressemble à des normes, y compris ce qui pourrait être normé, mais qui est démesuré, qui serait le vice. Vous avez une mesure, la vertu, un équilibre. Vous avez une démesure, qui est le vice, et vous avez quelque chose qui est au-delà du vice et qui est la bestialité. Alors c'est un pan possible de la sauvagerie. Vous avez dans d'autres textes l'idée que le sauvage, ce serait l'être solitaire, l'être qui ne peut pas vivre dans une cité, l'être qui donc ne peut pas faire cité, ne peut pas faire société avec d'autres dans une communauté. Et
faire communauté est un trait de l'humanité pour Aristote, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des types de communauté qui va du couple, qui passe par ensuite la famille, le village, et qui est pour Aristote, ce qui est pour Aristote la communauté la plus englobante, qui est la cité, c'est-à-dire l'unité politique. Eh bien, l'être apolitique, dit Aristote, c'est-à-dire l'être qui ne peut pas s'intégrer dans une société, dans une communauté, qui est solitaire, il est soit un dieu, soit une bête sauvage. Pourquoi ? Parce que l'idée de la bête sauvage, cette fois-ci, c'est l'idée d'animal apolitique. Et le Dieu, c'est lui aussi celui de l'excès qui n'a pas besoin des autres. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, l'humanité est définie par une espèce d'entre-deux, entre deux manières, deux formes extrêmes d'individualisme, l'autarcie du Dieu qui peut se suffire à lui-même, du divin qui n'a pas besoin des autres, et celui qui, non pas parce qu'il est autarcique, mais parce qu'il est totalement asocial, parce qu'il est, on dirait, sauvage, et rejeté de la cité. Donc, là encore, il y a une mesure qui s'oppose à deux formes de démesure ultra-humaines. Sinon, la notion de sauvage en grec est assez difficile à définir exactement parce que lorsqu'on distingue les animaux terrestres, les animaux qui vivent dans l'eau, des animaux qui vivent dans l'air, vous avez le même terme pour dire à la fois les animaux terrestres et les animaux sauvages. C'est-à-dire que et au fond, c'est un petit peu comme dans les langues modernes, parce que sauvage, ça vient de selva, la forêt, c'est-à-dire l'animal qui voilà, est un animal terrestre par définition. Très curieusement, ou très significativement, on ne dira jamais en grec d'un poisson ou d'un oiseau qu'il est sauvage. Donc là encore, il y a une classification qui ne correspond pas exactement aux usages modernes du mot sauvage. Le point de départ de mes recherches sur l'histoire ou les catégorisations de l'humanité a été mes réflexions sur la philosophie ancienne et le fait que animalité, humanité sont toujours corrélatives. Mais il y a un deuxième point de départ, c'est que chaque modification de notre définition de l'humanité dans l'histoire, chacune de ces modifications a deux pans, si je puis dire. Un pan scientifique, théorique, et un pan pratique. Et à chaque fois, si je puis dire qu'il y a nécessité scientifique de changer nos catégories, on invente un nouveau concept d'homme et par conséquent un nouveau concept d'animal, et ça a des conséquences morales et politiques. Et réciproquement, c'est-à-dire que parfois, c'est une nécessité morale ou politique qui modifie le concept que nous avons d'animal ou de l'homme et qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences épistémologiques ou scientifiques. Prenons un exemple en dehors de celui que j'ai pris de l'Antiquité, que je résume en disant les trois faunes. La faune intermédiaire, l'humanité, est définie par le rapport qu'elle a avec les deux faunes extrêmes, les bêtes et les dieux, mais ce sont trois façons d'être animal au sens large, d'être un zoon. Prenons un deuxième moment qui m'a intéressé, le moment de Descartes, le moment cartésien. Ce qui est intéressant dans le moment cartésien, dans la nouvelle définition qu'on va donner de l'homme, qui est celle-ci, l'homme, c'est l'étroite union d'une âme et d'un corps. Et l'étroite union, pour Descartes, ça veut dire que l'homme est une espèce de pratiquement une troisième substance qui n'est ni exactement la pure âme, c'est-à-dire faculté de penser, ni
le simple corps. Pourquoi cette invention, si je puis dire, dont certains disent que nous en subissons encore les conséquences, le dualisme cartésien qui nous fait rejeter hors de l'humanité tout ce qui n'est pas de la pensée comme nous, etc. Je ne suis pas sûr que ce tableau simplificateur soit exact. Mais en tout cas, pourquoi cela? Eh bien parce que pour des raisons scientifiques, pour des raisons épistémologiques, il a fallu comprendre la nature extérieure, le monde, fonder ce qu'on peut appeler la nouvelle physique, c'est-à-dire la compréhension du monde, et d'une physique qui réduisait tout le monde extérieur à ce qui est compréhensible, calculable, autrement dit, à ce qui est réductible à la figure au mouvement, c'est-à-dire ce qui est spatial, ce qui est matériel et spatial. Et donc, il y a la position de l'objet à connaître, qui est hors de nous, qui au fond n'est que matière, et il y a la position du sujet à connaître, qui au fond ne doit pas être autre chose que de la pensée, de la raison. Cette dualité est installée en l'homme. L'homme est d'un côté un corps et d'un autre côté une pensée, avec des conséquences qui sont considérables. La possibilité d'une médecine moderne, c'est-à-dire d'une médecine qui peut penser le corps comme étant quelque chose de réparable, quelque chose sur quoi on peut intervenir, de le connaître comme tel, suppose cette distinction. Chasser toutes les âmes du corps est une opération scientifique essentielle. Inversement, chasser toute la corporéité de l'âme pour pouvoir penser un sujet de la connaissance qui puisse se placer face au monde, ou face au cosmos, ou face à la nature, et réunifier la nature hors de nous sans les oppositions classiques ou médiévales entre le monde supralunaire, le monde infralunaire, qui puisse réunifier le cosmos comme quelque chose à connaître, un cosmos qui devient infini, tout ça est supposé dans cette définition de l'humanité. Alors évidemment, on peut toujours y voir des conséquences morales ou politiques, on peut toujours penser que cette façon de voir, elle a fondé l'anthropocentrisme contemporain, mais il faut la replacer dans son contexte scientifique. Troisième moment qui m'a intéressé, le moment de la fondation des sciences humaines et sociales, disons 19e, 20e siècle, dans lesquels il y a un nouveau couple qui n'est plus le couple pensée-corps, qui est le couple, peut-être qu'on se rapproche des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, couple nature-culture, qui se décline de tout un tas d'autres modes pour penser l'humanité, pour les sciences humaines et sociales classiques, depuis le 19e et tout au long du 20e siècle. Il faut des couples d'opposition qui permettent de comprendre ce qu'il y a de spécifique à l'homme. Les êtres naturels, les animaux en particulier, les animaux ont des besoins, l'homme a un désir que peut étudier la psychanalyse par exemple, et qui n'est pas un simple besoin naturel. La nature-culture peut se réaliser d'une autre façon. Les êtres naturels, et les animaux en particulier, ont une évolution. Mais les hommes ont une histoire qui peut se raconter dans des récits. Donc la possibilité d'une science humaine qui s'appellerait l'histoire, elle repose sur l'opposition entre ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, qui relève de l'évolution naturelle, du biologique. Et ainsi de suite. Tous les domaines sont structurés par cette opposition qui va permettre de donner un objet particulier aux sciences humaines et sociales, l'opposition du cru et du cuit. Les êtres humains cuisent leurs aliments, les êtres humains symbolisent, etc. Et la constitution épistémologique de cet objet homme des sciences humaines, elle repose sur une nouvelle coupure, une nouvelle nécessité d'opposition avec le reste qui est le naturel, le biologique, l'animal. Donc ça n'est plus l'animal, ce n'est plus le corps,
l'animal, c'est tout ce qui va permettre de comprendre ce qu'il y a en l'homme et dont il se détache pour accéder à son humanité. Et là aussi, ça n'est pas sans conséquences politiques ou morales. Et il me semble que nous vivons depuis maintenant une quinzaine d'années, au moins, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan moral, une nouvelle révolution dans ces relations, parce qu'il y a à nouveau une espèce de convergence entre les interprétations néo-darwiniennes, la révolution du paradigme qu'on appelle cognitiviste dans les sciences humaines et sociales, avec une nouvelle image de l'homme, et par conséquent une nouvelle image de l'animal, c'est que l'homme est à nouveau, on veut réintégrer l'homme à tout prix dans la nature, donc l'animal devient ou doit redevenir, dit-on, un animal comme les autres, ce qui a des principes, repose sur des principes scientifiques, c'est-à-dire qu'on veut naturaliser en nous ce qui est l'esprit, expliquer l'esprit par le cerveau, on veut réexpliquer tout ce qui était autrefois expliqué par des raisons uniquement sociales et culturelles, par des raisons qui relèvent de l'évolution, de l'évolutionnisme, etc. Donc on veut réinterpréter l'homme comme être strictement naturel. Et disparaît alors certaines des coupures précédentes qui font que la nature humaine devient indistincte et que les frontières homme-animal deviennent elles-mêmes indistinctes. Et comme par ailleurs, en particulier en Occident, l'autre frontière, c'est-à-dire la frontière de l'humanité et de la divinité, bien s'est écroulée aussi, hein. Dieu est mort, disait Nietzsche, et puis même nous vivons dans des sociétés de plus en plus laïcisées, eh bien nous avons une situation d'incertitude dans laquelle se trouve l'humanité, qui ne peut plus se définir par opposition à l'animalité en dessous d'elle, ni par rapport à la divinité au-dessus d'elle. Nous ne savons plus ce que nous signifie. Qui sommes-nous? Sommes-nous des animaux? Oui, en un sens. Sommes-nous des êtres humains? Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Sommes-nous des êtres de culture? Mais les animaux n'ont-ils pas aussi des formes de culture, etc., etc. Voilà les questions qui sont apparues et qui montrent, en dehors des préoccupations, cette fois-ci scientifiques nouvelles, une grande inquiétude ou une grande incertitude sur l'humanité elle-même. Alors, on ne sait pas, dans les rapports mouvants, variables, selon les lieux, selon les moments de l'histoire, en relation avec les animaux, quelle est la cause, quel est l'effet? Est-ce parce que les mœurs, la morale, la sensibilité évoluent que nous avons de nouvelles exigences éthiques dans nos relations avec les animaux? Est-ce parce que, inversement, il y a des bouleversements scientifiques, il y a des bouleversements sociaux qui font que les choses changent? On ne sait pas quelle est la cause, quel est l'effet. Toujours est-il qu'on ne peut décrire la situation d'incertitude d'aujourd'hui comme une incertitude à la fois épistémologique et éthique. Il est bien connu qu'il y a une évolution des espèces et bien entendu, en France, nous ne sommes pas menacés par les idéologies créationnistes à l'américaine dans lesquelles il y a une spécificité de l'homme qui a été créée, la seule qui aurait été créée par Dieu à un certain moment et qui nierait évidemment toutes les théories évolutionnistes que nous connaissons depuis le milieu du XIXe siècle. Ces théories évolutionnistes avaient, jusqu'il y a peu de temps, un sens à l'intérieur des disciplines biologiques, mais n'avaient guère de conséquences sur le plan
philosophique, sur le plan anthropologique et sur le plan moral. Je crois que ce qui caractérise l'époque actuelle, c'est que ce darwinisme est devenu, quelque sorte, une idéologie, et pas simplement une théorie scientifique, c'est une idéologie qui devient, je ne dirais pas envahissante, mais qui devient extrêmement transversale. Je l'ai dit, beaucoup de sciences humaines et sociales remettent en question la spécificité humaine, remettent en question la spécificité de la culture, et il y a énormément d'études depuis une dizaine ou une douzaine d'années, dont des études d'éthologie, de psychologie animale, qui montrent que les traditionnels, ou qui tendent à montrer que les traditionnels propres de l'homme, le langage, ou la communication de manière plus générale, la culture, les outils, ne sont pas le propre de l'homme. Bien entendu, il n'en est rien. Je veux dire par là qu'il y a tout, là encore, c'est une question de définition. Selon la définition que vous allez donner du langage, vous allez dire que c'est une spécificité proprement humaine, ou vous allez dire qu'il y a beaucoup d'espèces animales, en particulier presque tous les animaux dits sociaux, ont des formes de communication. Donc si vous donnez une définition extrêmement large du langage, bien vous en faites un caractère commun aux hommes et aux animaux. Si vous donnez une définition assez exigeante d'un langage articulé, d'un langage qui parle des choses, d'un langage qui permet le dialogue, d'un langage qui permet la négation, d'un langage qui permet de parler de soi, d'un langage qui permet la contradiction, c'est une spécificité absolument humaine, totalement irréductible, et qui marque, pour tous les scientifiques, une rupture absolue dans l'histoire, dans l'évolution. Il y a un développement, à partir de l'apparition du langage articulé, considérable qui fait la spécificité humaine. De la même façon, la culture. L'opposition nature-culture a peut-être fait long feu, mais à condition, évidemment, qu'on soit une définition extrêmement large de la culture. On sait bien qu'il y a des populations de chimpanzés qui vont se transmettre localement une pratique par imitation, donc on va dire, ah ben, c'est la preuve qu'il n'y a pas de culture, qu'il y a des cultures animales, il n'y a pas que des cultures chez les êtres humains. Oui, parce que si on se donne une définition extrêmement large de la culture, c'est-à-dire une transmission non génétique de certaines pratiques ou de certains usages, dans certaines populations de primates, parfois il y a ce genre de transmission. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas une définition de la culture qui n'en ferait pas une spécificité humaine? Oui, à partir du moment où on définira la culture par la capacité réflexive, par la capacité de créer des monuments, des symbolisations, des outils qui se transmettent et de construire un rapport au monde à travers ces différents outils, évidemment, vous avez une spécificité humaine et une diversité des cultures. Il n'y a pas eu. S'il y a une culture humaine, c'est précisément parce qu'elles sont multiples. Donc, pour chacun des concepts dans lesquels on a cherché à montrer, depuis quelques années, pour des raisons réductionnistes, parce qu'on ne voulait pas faire de l'homme, pour des raisons peut-être très bonnes, ou anti-religieuses, on ne voulait pas faire de l'homme le couronnement de la nature, ou un être unique de la nature, toutes les tentatives de naturalisation de l'homme, se heurtent au fait qu'il y a une spécificité absolue de l'homme à partir du moment où on admet qu'il y a un langage, une symbolisation qui est tout à fait spécifiquement humaine. Alors ça, c'est du côté, si je puis dire, de la connaissance, du côté théorique. Du côté pratique, et peut-être est-ce la cause de tout cela, il y a une nouvelle sensibilité à l'animal qui a fait que beaucoup de gens se sont précipités en disant des choses du genre « Ah, la science montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal ». C'est évidemment une plaisanterie. C'est évidemment des balivernes. Pourquoi ? Parce que si vraiment la science montrait qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, et que l'homme était un animal comme les autres, cela prouverait que l'homme n'est pas un animal comme les autres, puisqu'il dispose de la science qui montre que, etc. Donc, l'idée même
quand on prononce ce genre de phrase, on se contredit, puisque si on invoque la science, c'est un mode de connaissance strictement humain. De la même façon, il est clair que nous nous reconnaissons, et dans toutes les cultures, les civilisations, on se reconnaît, des devoirs, les hommes se reconnaissent des devoirs, des interdits, des tabous, des obligations par rapport à certains animaux, par rapport... Ce qui est la preuve qu'il n'est pas un animal comme les autres, c'est-à-dire que c'est la preuve que son comportement, ses conduites obéissent à des normes, qu'elles obéissent à des valeurs. Et ces valeurs, ces normes, même si c'est des normes que nous nous imposons vis-à-vis des animaux, et on ne traite pas, dans aucune culture on ne traite tous les animaux de la même façon, dans aucune culture on ne chosifie les animaux, on ne les réduit à des marchandises sans valeur. C'est la preuve que nous ne sommes pas des animaux comme les autres, puisque nous savons normer nos comportements, transmettre des normes, transmettre des valeurs, des obligations, des devoirs. Donc, évidemment, le fait que cette idéologie « l'homme n'est qu'un animal comme les autres » se répande est à la fois au croisement, une fois de plus, entre des normes, de nouvelles normes d'étude de l'homme issues des sciences humaines ou d'un nouveau paradigme des sciences humaines, et de normes qui viennent de l'évolution de notre sensibilité à l'animal, dont, bien entendu, sur lesquels il est loisible de s'interroger. Quels sont nos devoirs vis-à-vis de quelles espèces, quels sont nos devoirs de comportement ou de conduite par rapport aux autres animaux, si toutefois nous voulons bien nous définir aussi comme des animaux. La distinction sauvage-domestique est assez grossière, n'est jamais parfaitement claire, la frontière, là encore, est mouvante, évolutive. Mais elle peut servir en première approximation de distinction du point de vue de la diversité des devoirs que nous avons vis-à-vis des espèces animales. Il est absolument impossible, partons du point suivant, il est absolument impossible que nous ayons une seule morale par rapport à l'extraordinaire diversité du monde animal. Ce serait une contradiction dans les termes. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes devoirs vis-à-vis de nos chiens et vis-à-vis de leurs puces. Par définition, ce sont l'un et l'autre des animaux, les puces et les chiens, mais bien entendu, les devoirs que nous nous sentons avoir vis-à-vis de notre chien empêchent de le traiter comme nous devons traiter ces puces. Il y a une contradiction de telle sorte que toutes les morales centrées sur l'idée d'égalité entre les espèces animales sont contradictoires. Sont contradictoires parce que la vie même animale exige qu'il y ait entre les animaux, par exemple, des proies et des prédateurs, et donc dans la nature, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les espèces, et nous avons tendance, peut-être pour des bonnes raisons politiques ou morales, à projeter notre souci égalitariste que nous avons entre les êtres humains sur l'égalité à l'intérieur de la nature, mais la nature elle-même ne peut pas être égalitaire parce que ce n'est pas un monde de la cohabitation, de la connivence, c'est aussi un monde qui suppose la lutte, qui suppose la lutte pour la vie et éventuellement, je le répète, proie et prédateur. Donc aucune morale égalitariste entre les espèces n'est possible. À partir de ce moment-là, on constate que dans presque toutes les cultures s'établissent différents types de devoirs que les hommes s'estiment avoir vis-à-vis des autres espèces. En première approximation, il est vrai qu'on peut distinguer les devoirs que nous avons vis-à-vis des espèces qui ne vivent pas sous la captivité humaine, qu'on peut appeler en première proximité les sauvages, qui ne vivent pas sous la domination ou en captivité humaine, et les devoirs que nous avons vis-à-vis de l'autre grande faune qu'on appellera domestique, mais il faut introduire des distinctions très vite parce que ces deux faunes
sont très très vagues. Pour le dire rapidement, les devoirs que nous avons vis-à-vis des espèces, appelons-les sauvages, c'est-à-dire qui vivent en dehors de la captivité humaine, nous avons quand même des devoirs qui sont évidemment des devoirs qui nous sont dictés parce que nous savons scientifiquement de l'équilibre entre les espèces, des écosystèmes et la nécessité de préserver les conditions de vie sur Terre, non seulement pour les futures générations, pour l'équilibre de la biosphère, etc. Nous avons donc des devoirs, ce qui implique évidemment d'être à l'écoute de toutes les recherches scientifiques sur ces équilibres. Cela implique aussi, deuxièmement, que les devoirs que nous nous reconnaissons sont des devoirs non pas vis-à-vis des individus, mais vis-à-vis des espèces. Et des espèces qui sont toujours locales, c'est-à-dire dans des systèmes, dans des écosystèmes. Il est clair qu'il y a des écosystèmes dans lesquels l'équilibre est menacé parce qu'il y a, je dis, par exemple, trop de cette espèce prédatrice, et d'autres dans lesquels c'est l'inverse, dans lesquels telle ou telle espèce prédatrice manque, et cela fait des développements d'autres espèces qui sont proliférantes. Par exemple, lorsque je me promenais dans le parc Kruger en Afrique du Sud, j'ai appris que dans le parc Kruger, il manquait de prédateurs et qu'il y avait certaines espèces qui se développaient à l'excès et qui menaçaient l'équilibre de la réserve ou du parc. Bon, disons que ça implique, les devoirs que nous avons, que nous sachions distinguer toujours les espèces menacées, et les espèces menaçantes, les espèces proliférantes et celles qui ne le sont pas, et surtout que nous puissions éventuellement considérer que certaines espèces comme nuisibles et d'autres, au contraire, comme protégées. Voilà. Et à l'intérieur de cela, toutes les nuances sont possibles entre l'espèce protégée et l'espèce nuisible. Mais le plus important, c'est que nous nous reconnaissons à ce moment-là des devoirs parce que nous sommes en même temps des prédateurs et des proies. Nous avons été pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité des proies possibles et nous sommes plutôt devenus des prédateurs. Nous avons un devoir de conservation de la biosphère et un devoir de conservation de la biodiversité. Devoir vis-à-vis des espèces. Vis-à-vis des animaux domestiques, nous avons des devoirs très différents. Et là, nous avons des devoirs qui dépendent du type d'individualisation que nous pouvons avoir vis-à-vis des différentes espèces. Là encore, pour être très grossière, la distinction domestique-sauvage ne me semble pas suffisante. La distinction domestique-sauvage est héritée d'une époque où nous avions essentiellement deux types, où les hommes avaient deux types de faune, ceux qui vivaient loin d'eux et ceux qui vivaient autour de la maisonnée. Les choses ont beaucoup changé, et au moins il faut distinguer dans les domestiques au moins deux grands types de faune, si je puis dire, la faune des animaux de compagnie, d'un côté, et la faune qu'on appellera des animaux de rente ou des animaux qui sont élevés pour telle ou telle raison d'utilité sociale, d'utilité humaine, etc. Alors si on admet cette différence, c'est pour deux raisons à l'intérieur des domestiques. C'est d'une part parce que cette nouvelle faune qui est apparue au XXe siècle et qui s'est développée de façon exponentielle dans les villes est une faune de type nouveau, en ce sens que, je ne dirais pas pour la première fois, mais pratiquement pour la première fois de l'histoire, les hommes élèvent et vivent avec des animaux afin que ceux-ci ne fassent rien. C'est-à-dire qu'ils vivent à leur côté, fassent partie de la famille et échangent avec eux caresses et affection. Cela a un rôle social extrêmement important, surtout, c'est bien connu, avec
la solitude qui menace beaucoup des populations qui vivent et qui sont victimes de cette urbanisation dans laquelle tous les réseaux de socialisation ont perdu leur sens. Mais ça donne en tout cas des devoirs très particuliers que nous avons vis-à-vis de cette faune. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, entre guillemets, moral qui est avec eux, avec notre chien, avec notre chat, qui est un contrat affect contre affect, caresse contre caresse, il fait partie de la famille, et abandonner son chien sur une aire d'autoroute est devenu quelque chose qui est extrêmement choquant, moralement et d'ailleurs pénalement répréhensible, parce que nous avons rompu en quelque sorte le contrat qui n'est pas un contrat de domestication, qui est le contrat d'affect que nous avons vis-à-vis de l'animal de compagnie. En revanche, vis-à-vis des animaux qui nous donnent leur miel, leur lait, leur laine, leur viande, nous avons d'autres devoirs. Nous avons des devoirs qui dépendent là aussi du contrat moral que nous avons avec eux. Ils nous donnent quelque chose, nous leur donnons quelque chose en échange. Depuis 11 000 ans, nous avons domestiqué différentes espèces animales pour différents besoins, pour différentes fonctions. Et elles sont considérables, ces fonctions. On pourra les énumérer. Mais cela nous crée en quelque sorte des obligations vis-à-vis de ces espèces. Quelles obligations ? Eh bien, en échange de ce que ces espèces nous donnent, nous avons le devoir de respecter leurs conditions, les exigences biologiques liées à la définition de leur espèce. Donc ne pas les réduire à des machines productives, ne pas les réduire à la mécanisation, ne pas les réduire à de simples marchandises, avec tous les excès que nous connaissons du productivisme. Donc là, nous avons, si je puis dire, pour simplifier, 3 types de faune, mais il va falloir peut-être rentrer dans les détails ou nuancer, 3 types de faune et 3 types de devoirs, parce que nous avons 3 types de contrats moraux. Nous avons un contrat naturel, si je puis dire, avec les espèces naturelles, équilibre des espèces. Nous ne sommes qu'une espèce. Nous avons un contrat individuel par rapport aux animaux de compagnie, respecter l'échange affectif, puisque le chien n'est plus là pour être auxiliaire de chasse, le chat n'est plus là pour chasser les souris, le chien et le chat sont là pour nous tenir compagnie, pour échanger avec nous, caresses et affection. Donc, et entre les deux, nous avons des relations plus ou moins individualisables et donc extrêmement variables selon les différentes fonctions, mais qui toutes doivent obéir à des impératifs de respecter les conditions, les impératifs biologiques de l'espèce. Et du côté de la personnification animale, qui est toujours un risque du côté de l'animal de compagnie, ou du côté inversement de ce sous-prolétariat qui est condamné au productivisme dans les usines à viande, bien évidemment, nous avons, dans un cas, à nous méfier de la personnification de l'animal et respecter son animalité. Nous avons, d'un autre côté, à respecter l'animalité de l'animal et ne pas le réduire à une marchandise. Ni chose ou objet, ni personne. L'animal est entre les deux, toujours, mais comme il y a différents types de relations aux animaux, il y a différents types de devoirs. Bien entendu, dès lors qu'on a catégorisé ces 3 types de contrats, contrats naturels, contrats domesticatoires, contrats affectifs, et qu'on en a tiré des conséquences sur nos types de devoirs, le type de morale qui s'en dégage, il y a des nuances à apporter, mais il y a aussi des confusions qui s'en tirent. Bien entendu, l'image qui est dominante aujourd'hui dans nos cultures, et évidemment, ça n'est pas la même chose en Suède, en Angleterre, par exemple, et au Sénégal, pour parler de pays que je connais un petit peu, les relations aux animaux ne sont pas les mêmes, de la même façon qu'elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui dans les grandes villes, et ce qu'elles pouvaient être il y a encore 30 ou 40 ans dans les campagnes. Étant donné l'urbanisation, étant donné le rapport d'affect, étant donné le rapport individualisé qui a été noué avec cette nouvelle faune des animaux de compagnie, on a tendance, spontanément, à projeter sur toutes les espèces animales, qu'elles soient
domestiques ou qu'elles soient sauvages, entre guillemets, les relations affectives que nous avons vis-à-vis des animaux et de nous préoccuper du bien-être des rats au fond des forêts, puisqu'il y a des rats des champs. Bien entendu, nous n'avons pas des devoirs de secours vis-à-vis des milliards d'individus peuplant la biosphère. Nous ne pouvons pas, nous ne le devons pas. Mais nous avons des devoirs de secourir les animaux qui nous sont proches ou de soigner les animaux qui vivent en captivité. Il y a des dizaines d'exemples de ces confusions, j'en prendrai un seul. Ou de changement de catégorie. Par exemple, le cheval. Le cheval, au XIXe siècle, a été à l'origine de la première loi de protection de l'animal, qui était la loi Grammont, parce que les populations urbaines étaient choquées du traitement que les cochers faisaient subir à leurs animaux qui étaient extrêmement maigres, éthiques, et qui étaient maltraités, etc. Donc la sensibilité urbaine a fait qu'il y a eu une loi de protection pour tout ce qui était public. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que les sociétés protectrices au XIXe siècle ont défendu le cheval en défendant l'hypophagie. C'est-à-dire, en effet, si il fallait défendre les chevaux, il fallait qu'ils soient bien nourris, il fallait qu'ils soient bien entretenus, et la meilleure condition, pour cela, c'était de défendre la viande de cheval. Vous ne pouviez pas manger ces pauvres haridelles éthiques qui étaient... Bon. Donc l'hypophagie a été un des grands combats d'un certain nombre d'organisations de protection de l'animal au XIXe siècle. Aujourd'hui, le cheval a changé de catégorie. Il est devenu animal de compagnie. Vous allez au salon du cheval, les chevaux sont de plus en plus petits, c'est pour que les petites filles fassent du cheval. Il a changé de catégorie, il est en train de devenir animal de compagnie, pourtant c'est difficile de l'entretenir dans son lit ou de l'entretenir dans sa maison. Mais maintenant, les organisations de protection de l'animal luttent contre l'hypophagie, alors qu'elles l'ont défendu du temps où il était de la deuxième catégorie. Maintenant qu'il est en train de passer dans la première, on ne doit plus manger de cheval. Moi, quand j'étais petit, les médecins nous disaient encore manger du cheval, c'est la meilleure des viandes. Comme on ne mange pas son chien ou son chat, on ne mange pas son cheval, il y a une individualisation du rapport. Donc il y a des changements de catégorie, des changements de sensibilité, et il y a surtout ce qui est propre à notre modernité, cette espèce de déformation, cette espèce de myopie qui fait qu'on voit toutes les espèces vivantes à travers du spectre que nous avons vis-à-vis de certains mammifères qui sont les mammifères qui vivent à nos côtés. Nous avons tendance à projeter le mythe du bon chien-chien ou du bon chat-chat, si je puis dire, sur toutes les espèces vivantes sans voir la réalité naturelle. Je faisais une allusion au fait que ce qui, il y a 30 ou 40 ans, la fête que l'on pouvait faire lorsqu'on tuait le cochon dans les campagnes est devenue quelque chose, maintenant que les sensibilités urbaines contemporaines ne peuvent plus supporter. Est-ce que c'est parce que la condition animale a changé? En un sens, elle s'est dégradée dans certains cas, bien entendu, le productivisme, on en a parlé. En un autre sens, elle s'est améliorée. Jamais les animaux de compagnie n'ont été aussi bien traités, jamais ils n'ont été aussi intégrés dans la famille. Elles se sont diversifiées et surtout, il y a une myopie qui s'est développée dans nos relations avec les autres espèces et par conséquent, il y a une confusion des devoirs. Qu'est-ce que le sauvage? Nous l'avons dit, le sauvage est toujours, comme l'animal, une notion relative. En un sens, l'homme est un animal, c'est indéniable. En un sens, l'homme a des devoirs vis-à-vis des animaux. Donc il n'est pas un animal, s'il a du devoir vis-à-vis des animaux. En un sens, il y a une sauvagerie humaine qui peut le nier. En un sens, on parle de sauvagerie pour des actes
Parfois on parle de barbarie. Les anthropologues du XIXe siècle, qui étaient évolutionnistes, distinguaient le stade de la sauvagerie, le stade de la barbarie, avant le stade de la civilisation. Donc civilisé, sauvage, c'est aussi quelque chose à l'intérieur de la catégorisation concernant l'humanité. Maintenant, quand on parle des animaux sauvages, il y a d'une part des images très diverses qui nous viennent, qui nous passent par l'esprit. On pense à des grands prédateurs, on pense peut-être moins aux insectes, on pense peut-être moins à certaines espèces d'oiseaux. Mais si on essaye, au-delà des images, de conceptualiser un petit peu, je dirais que la notion de sauvage ou de sauvagerie, lorsqu'on parle des animaux, regroupe 3 types de distinctions qu'il faut, je crois, parfaitement, qu'il ne faut surtout pas confondre. Cette distinction a été faite par un collègue, François Sigaud, et je tiens à le citer pour cette distinction que je trouve extrêmement intéressante et productive et féconde. Il y a d'un côté ce qu'on peut appeler l'axe de l'exploitation ou de l'utilisation. Certaines espèces ou certains animaux sont utilisés par l'homme en vue de certaines fonctions. Et il y a d'un autre côté des animaux qui ne sont pas utilisés. Bon, alors donc c'est un premier axe. Telle espèce, ou à l'intérieur de telle espèce, telle variété d'animal est-elle utilisée ou non par l'homme et à quelle fin? Donc on aura une première distinction. Il y a une deuxième distinction qui est très importante du point de vue juridique, qui est la distinction appropriation. Certaines espèces sont appropriées par l'homme, vivent sous la domination de l'homme en ce sens que tel ou tel animal appartient à un propriétaire pour telle et telle raison, et d'autres qui ne sont pas appropriées. Mais cette seconde distinction ne se confond pas avec la première. Et il y a une troisième distinction qui ne se confond avec aucune des deux précédentes, qui est l'axe qu'on peut appeler de la familiarisation. Certaines espèces ou certaines variétés ou certains animaux à l'intérieur de cette variété et elles-mêmes à l'intérieur de l'espèce sont apprivoisés par l'homme. Et l'homme a appris à vivre à leur côté d'une façon que la présence de l'homme, la cohabitation avec l'homme est devenue quelque chose de possible et réciproquement. Il n'y a plus de méfiance réciproque, ni de peur réciproque, il y a une familiarisation. Or, entre ces 3 manières de définir l'opposition sauvage-domestique, il y a confusion, et je crois que la notion de sauvagerie gagnerait à être enrichie de la question suivante: veut-on parler des espèces ou des animaux non appropriés? Veut-on parler des espèces qui ne sont pas apprivoisées ou veut-on parler des espèces qui ne sont pas utilisées? Car on peut utiliser une espèce précisément par le fait qu'elle n'est pas une espèce apprivoisée ou apprivoisable, qui a gardé un comportement sauvage, dans un autre sens du terme. Jusqu'au XIXe siècle, les chats étaient utilisés pour vivre en dehors de la maison, parce que, à la limite entre l'extérieur et l'intérieur, ils pouvaient jouer un rôle très utile de chasser les rats ou les souris. Bon, et c'était l'utilité du chat. Donc l'utilisation supposait que l'animal ne soit pas trop familier, qu'il ne rentre pas dans la maison, qu'on ne soit pas familiarisé avec lui, sinon il perdait sa fonction de chasseur. De la même façon, on y reviendra peut-être, c'est la contradiction ou le paradoxe de l'animal, le taureau de combat. L'animal, le taureau de combat, dans n'importe quelle tauromachie, depuis qu'il existe des tauromachie, il en existait dans énormément de cultures, est utilisé par l'homme en vue d'une fonction qui est le combat avec l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle une tauromachie, à condition qu'il ne soit pas familiarisé, à condition qu'il n'ait pas perdu sa sauvagerie en un autre sens du terme. Mais vous avez au contraire des animaux qui peuvent être à l'inverse, lesquels on peut avoir une relation de familiarité dans beaucoup de sociétés, cultures
dites primitives, dans lesquelles on a une relation avec un animal fétiche, un animal familier, sans qu'il y ait la moindre utilité ou sans qu'il y ait la moindre fonction. Et au fond, nos animaux de compagnie, c'est ça, ils ont perdu toute fonction, ils ne sont plus du tout utiles, sauf si on appelle utilité l'affection que nous avons avec eux, mais ils n'ont pas de fonction propre à l'homme, au contraire des animaux qu'on peut appeler domestiques, mais ils ont été, nous avons appris à leur tirer toute leur sauvagerie, dans un autre sens du terme. Et puis vous avez l'appropriation, mais vous pouvez très bien avoir une appropriation, par exemple, vous pouvez avoir des réserves de gibier, dans lesquelles il y a une appropriation, mais dans lesquelles les deux autres, voilà, ils servent à condition de garder leur sauvagerie au premier sens, au troisième sens, mais il y a une appropriation. Donc, le droit, la morale, eh bien, hésitent en fonction de tout cela. Et si nous avons une morale trop myope, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui voit tout au travers des animaux familiers, appropriés et de compagnie, c'est-à-dire qui ont les trois critères et qui ont à chaque fois 3 étoiles aux 3 critères, si j'ose dire, eh bien nous faussons complètement les relations, l'extraordinaire diversité que nous devons maintenir vis-à-vis des animaux. On se bat pour la biodiversité, c'est une très bonne chose. Il faut aussi se battre pour l'extrême diversité des relations des hommes et des animaux. Il y a des espèces avec lesquelles, des espèces que nous pouvons et que nous devons craindre, il y a des espèces que nous devons admirer, il y a des espèces que nous devons, avec lesquelles nous pouvons avoir une relation de compétition, avec d'autres espèces avec lesquelles nous devons avoir une relation de pure affection. Il y a autant de relations possibles d'amitié ou d'inimitié entre l'homme et les différentes espèces qu'il y a de possibilités de relations internes à l'intérieur des êtres humains, des relations entre les hommes. Il y a un appauvrissement considérable derrière les morales qui défendent l'animal en tant que tel. Je trouve que c'est un appauvrissement considérable. Voir tout au travers du bien-être animal, voir tout au travers de la défense à tout prix de l'unique bien-être, et donc voir tout à travers les animaux de compagnie, c'est un appauvrissement considérable de ce qui a constitué pendant des siècles l'extraordinaire richesse des relations des hommes et des animaux. Et tout réduire à l'animal de compagnie et vouloir demain interdire toute forme de chasse, toute forme de pêche, toute forme de tauromachie, toute forme de ces relations qui ont constitué, par lesquelles les hommes se sont humanisés et par lesquels les animaux, eux aussi, ont conservé leur forme d'animalité, c'est un appauvrissement considérable et je trouve que c'est un appauvrissement moral considérable. L'exemple de la corrida est tout à fait significatif de ce qu'on peut appeler la morale de notre époque, la morale des bons sentiments, qui a des conséquences que je pense catastrophiques pour la morale en général, celle que nous devons vis-à-vis des animaux et vis-à-vis des animaux eux-mêmes. Quand on parle de corrida, immédiatement, on imagine des monstres assoiffés de sang, des gens cruels, pervers, qui jouissent de la torture d'un animal sans défense, etc. Si c'est ça la corrida, il aurait fallu l'interdire depuis longtemps. Et si j'avais cette conception de la corrida, bien entendu, je serais en train de militer ou de défiler pour l'interdiction de cet insupportable loisir pervers et cruel. Il est extrêmement difficile de résumer en quelques minutes ou en quelques secondes ce que ça signifie, ce que ça signifierait demain si nous interdisions toutes les pratiques de ce genre-là, toutes les tauromachie, la corrida. Non seulement, évidemment, les conditions de vie de ces taureaux de combat, eh bien,
serait terminé. À la place, à chaque fois qu'un élevage de taureaux de combat, qui sont des animaux qui vivent pendant 4 ou 5 ans dans des conditions de liberté extraordinaires, et qui sont surtout élevés avec... C'est un des derniers élevages extensifs d'Europe, l'animal de combat. À chaque fois que, parce que la corrida se restreint à cause de la sensibilité moderne, eh bien, ces élevages diminuent et sont remplacés immédiatement par des élevages intensifs et par ce qui est véritablement choquant à mes yeux, c'est-à-dire le fait de considérer les animaux par le productivisme moderne. Les animaux de combat, parce qu'ils ne peuvent pas être apprivoisés, parce qu'ils ne doivent pas être apprivoisés, doivent jouir de conditions de liberté quasi absolue. Ils sont appropriés, mais ils ne peuvent pas être familiarisés. Les conditions dans lesquelles ils meurent doivent dépendre des conditions dans lesquelles ils ont vécu. Ils ont vécu libres et c'est la raison pour laquelle ils se battent, parce que cette sauvagerie qu'ils ont gardée dans un des sens du mot sauvage, eh bien c'est celle qui s'exprime dans l'arène, et sans laquelle il n'y aurait pas de corrida. Et les deux sont liés exactement de la même façon que sont liés dans le productivisme les conditions de mort à l'abattoir et les conditions de vie dans des conditions qui préparent pendant quelques mois ou quelques années à l'abattoir. Le veau sous la mer, les conditions de reproduction qui sont laissées à la sauvagerie, les conditions dans lesquelles les taureaux se battent entre eux dans les élevages, on ne les trouvera que dans les élevages de taureaux de combat. Le meilleur moyen d'expliquer aux gens pourquoi la corrida doit être considérée comme préservée, c'est qu'ils aillent dans des élevages, dans ces espèces d'immenses réservoirs de cette nature encore préservée, de cette variété qui n'existe que pour et par la corrida et qui demain ira entièrement à l'abattoir si les militants qui ne savent pas qu'ils se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire une balle écologiste dans le pied en voulant interdire la corrida. Il y a d'autre part, ça c'est l'aspect, disons, conditions de vie, les conditions biologiques et écologiques. Il y a d'autre part toute la relation que nous pouvons avoir avec les animaux. La relation que nous avons, pour qui aime la tauromachie, la relation que nous avons avec le taureau, c'est une relation d'admiration. Nous l'admirons dans le champ, nous l'admirons pour son comportement, nous l'admirons non seulement pour sa beauté, mais précisément pour son mode d'exprimer sa nature sauvage dans l'arène. Et nous admirons l'homme qui, au péril de sa vie et de façon à peu près gratuite, parce que pour la plupart d'entre eux ne gagnent pas leur vie avec ça, eh bien, au péril de leur vie, par gratuité, par respect pour cet animal que l'on combat de face et qui a peuplé depuis toujours les rêves de l'humanité, car partout où il y a eu des animaux sauvages, il s'est inventé une forme de tauromachie, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit païenne, qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit un jeu, qu'elle soit un rituel ou qu'elle soit un sport. Il s'est inventé une tauromachie parce qu'il y a eu cette volonté de combattre, de se mesurer plus exactement avec cet animal. Et enfin, il y a dans la tauromachie à peu près tout ce que l'on peut espérer des relations de respect que nous devons avoir vis-à-vis des animaux, non seulement parce que c'est un spectacle ritualisé, non seulement parce que c'est un spectacle qui respecte la nature de l'animal, mais parce qu'il repose sur ce précepte: on acquiert le droit de tuer l'animal respecté qu'en risquant sa propre vie. Et c'est précisément parce que l'animal est tué de face, en prenant tous les risques, c'est-à-dire en se précipitant entre les cornes, que le torero gagne en quelque sorte ce droit que les hommes s'octroient généralement pour aucune autre raison que l'abattage industriel. Donc quand on compare à la fois ces deux modes de vie, ces deux modes de mort, ces deux types de morale et ce que représente l'éthique du torero, je crois qu'il y a toutes les raisons morales et beaucoup plus, puisque je me suis amusé en écrire 50 raisons de défendre la corrida, et ce sont des raisons que je crois tout le monde peut admettre s'il comprend cet art, s'il comprend cette tradition, s'il comprend cette culture, s'il comprend ce rituel, s'il comprend cet animal. Eh bien, c'est quelque chose que tout le monde devrait
préserver. On ne dit pas que tout le monde doit aimer la corrida, on ne dit pas que tout le monde doit aller aux corridas, on ne dit pas que la tauromachie est faite pour tous dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Non, mais là où elle existe, il faut la préserver pour préserver cet animal, pour préserver cette forme de relation de l'homme et l'animal, et pour préserver cette forme paradoxale de sauvagerie, qui est une sauvagerie destinée à servir des fins humaines tout en respectant une certaine forme de naturalité animale. À première vue, le sauvage a un avenir restreint parce que si on regarde l'évolution de nos rapports au sauvage, nous avons une diminution, semble-t-il, des terres sauvages, des peuples sauvages. Y a-t-il encore des peuples qui n'ont pas eu de contact avec la civilisation, entre guillemets, ou avec les autres cultures ou sociétés? Il n'y en a quasiment plus. Y a-t-il des espèces encore à découvrir? Il y a sans doute pas mal d'espèces d'insectes à découvrir, mais quand on pense sauvage, on ne pense pas aux insectes, on a peut-être tort. Des plantes sauvages, il y en a qui se développent sans doute, il y a encore beaucoup de forêts à explorer, mais on a le sentiment que la Terre nous est de plus en plus connue, il n'y a pas de terra incognita à découvrir, il n'y a pas de peuple sauvage à aller conquérir, à aller exterminer, et c'est peut-être bien. La rencontre civilisation-sauvagerie a été généralement une rencontre elle-même sauvage. Et donc il faut se réjouir, je pense, que peut-être il n'y en aura plus, ou il y en aura moins. Il faut par ailleurs déplorer que la sauvagerie se développe désormais à nos portes. On dit sauvagerie, on dit barbarie. On a parlé de barbarie à propos du nazisme, cette barbarie qu'on considère comme la barbarie absolue s'est développée dans le pays ou le continent qui était le plus civilisé. Donc le sauvage ou le barbare se développe là où on ne l'attend pas forcément dans les contrées les plus éloignées. Alors maintenant, si on pense non plus à la sauvagerie humaine, si on ne pense plus à la sauvagerie comme donnée naturelle, mais si on pense à la sauvagerie comme définition d'un certain type de faune, alors c'est vrai que, en un sens, il y aura de moins en moins d'espèces sauvages. Il ne faut pas oublier qu'en permanence se créent des nouvelles espèces. Il ne faut pas oublier que le sauvage n'est pas simplement ce qui disparaît sous les coups de la civilisation. Il ne faut pas non plus penser que l'évolution de la nature, l'évolution darwinienne s'est terminée. Il se crée du sauvage en permanence. Il se crée du sauvage dans ce que ça peut avoir de nuisible ou dans ce que ça peut avoir de bénéfique. C'est toujours un équilibre, c'est un équilibre qui n'est jamais défini ou définitif. Je pense que, nous l'avons dit, la coupure animal-humanité, ou animalité-humanité, elle est mouvante, mais elle a toujours servi à définir l'homme. La coupure sauvage-domestique, elle est mouvante, mais elle a toujours servi à définir l'étranger du familier. Mais le sauvage, à l'intérieur du sauvage, nous avons distingué 3 types de sauvagerie. Le non-approprié, le non-exploité et le non-familier, le non-apprivoisable. Alors, si j'avais non pas un avenir à prophétiser, mais à souhaiter, je dirais que l'appropriation, il faut souhaiter qu'elle soit moins individualisée, moins individualisable. Et lorsqu'il y a une appropriation, ce soit toujours une appropriation de type collectif en vue du bien commun, et si l'on peut, une appropriation par des démocraties dans lesquelles ces terres ou ces sauvageries appropriables puissent être pensées en des termes
qui vise à moyen terme ou à long terme la préservation des équilibres ou de la diversité. Avec ce paradoxe bien connu, c'est que les démocraties représentatives modernes, comme chacun sait, sont des régimes, il n'y en a pas de meilleurs, mais elles sont forcément à court terme. Les élections qui les scandent font que la visée à long terme, qui est nécessaire à la préservation des équilibres ou à la préservation de la biosphère, suppose une visée 5, 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans ou de plusieurs générations, qu'il est extrêmement difficile qu'une démocratie prenne en charge, mais je m'empresse d'ajouter qu'il est impossible qu'une dictature prenne en charge. Donc voilà la difficulté sur cet axe, l'axe de l'appropriation. Sur l'axe de l'utilisation, mon souhait se résume à ce que j'en ai dit tout à l'heure. Une utilisation qui soit le plus possible respectueuse des conditions de vie des différentes espèces. Surtout, ne pas nier que l'homme s'est humanisé grâce aux espèces qu'il a domestiquées depuis 11 000 ans. Surtout ne pas nier que c'est grâce aux hommes que certaines espèces ont pu acquérir ou devenir ce qu'elles sont. Le cheval, le chien ne serait pas cheval, ne serait pas chien sans la domestication et sans les relations extrêmement à la fois étroites et déterminantes par rapport auxquelles les hommes et différentes espèces se sont définis. La domestication des espèces et ce par quoi les hommes sont devenus hommes, et bien avant le néolithique, puisqu'on date du néolithique, la domestication des animaux, puisque probablement la domestication du chien comme partenaire de chasse est antérieure. Donc, souhaiter que cette utilisation continue, et non pas qu'elle s'arrête demain, que ces relations s'enrichissent et, je le répète, qu'elles respectent ce que j'ai appelé le contrat de domestication. Et quant à l'apprivoisement, eh bien, je souhaite que, y compris dans les espèces utilisées par l'homme, celles qui constituent par exemple dans nos cultures la pêche de loisirs, la chasse qu'on appelle aujourd'hui éthique, mais la chasse de loisirs, ou les différentes tauromachie, ou les 1000 façons que les hommes ont de se rapporter à des espèces que, par ailleurs, pour cela, ils doivent connaître, ils doivent respecter, ou par rapport auxquelles ils doivent respecter des règles déontologiques extrêmement précises, eh bien, que cet apprivoisement n'écrase pas tout, qu'il y ait non pas chez nous dans nos maisons, ni très loin de nous dans des forêts inaccessibles, mais proches de nous, des espèces non apprivoisées que nous puissions à la fois admirer, comprendre, nous mesurer parfois avec elles ou simplement comprendre.